Bonjour à tous, c'est le 15 août, bienvenue dans cette vidéo dans un cadre assez sympa dans le sud-ouest de la France. Le 10 août, je vous ai posé la question, quelle est la prochaine vidéo que vous voulez voir sur la chaîne? Et 48% des 6500 votants m'ont répondu que vous vouliez que nous parlions de la livraison d'armes anti-radiation des États-Unis à l'Ukraine. Et c'est donc le sujet du jour avec principalement du SID, Suppression of Enemy Air Defense. Donc nous allons parler de qu'est-ce que c'est que la suppression des défenses aériennes ennemies. Ensuite, nous allons nous intéresser à l'AGM-88 ARM, qui est un missile américain apparemment livré aux Ukrainiens, qui aurait déjà été utilisé contre des troupes russes. Ensuite, nous allons nous poser la question, est-ce qu'on a l'équivalent en France ? Qu'en est-il de la SID en France? Et depuis le Martel, nous n'avons plus de missile SID. Et ensuite, je vais vous donner mes 2 cents sur la livraison de ce type de missile. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le conflit dans l'Est de l'Europe? Et tout ça après le jingle. Donc première semaine d'août, vous avez le sous-secrétaire à la défense américain, Colin Kahl, qui a dit qu'il y avait des anti-radiation missiles, donc des missiles anti-radiation, qui peuvent être tirés depuis des avions ukrainiens qui ont bien été livrés. Et cela faisait suite à des fuites sur Internet où l'on voyait des missiles, des morceaux de missiles d'AGM-88 ARM dont nous allons reparler. Donc l'arme anti-radiation missile, qu'est-ce que c'est ? Un missile anti-radiation, c'est quoi le concept? Eh bien, l'arme, ça vient dans ce qu'on appelle la SID, Suppression of Enemy Air Defense, où l'objectif, c'est de détruire les capacités antiaériennes de l'adversaire. Pour pouvoir se défendre contre la troisième dimension, de quoi a besoin l'adversaire? Il a besoin de radar, radar de veille, radar de conduite de tir, et il a besoin de missiles qui vont soit être autonomes, par exemple source infrarouge, soit se guider sur ces conduites de tir. Donc de manière générale, quand vous défendez une ligne de front, et à l'heure actuelle de ce que l'on voit dans le Donbass, c'est assez hermétique, c'est assez étanche, c'est assez efficace. Vous avez du solaire très courte portée en bas, vous avez du solaire moyenne portée qui englobe le tout, et ensuite vous avez du solaire très longue portée qui protège la totale, et ça rend très difficile la pénétration pour des avions, des hélicoptères ou des drones. Et alors comment est-ce qu'on arrête ça? Eh bien, il faut empêcher les radars d'émettre, un radar de veille, ce qui les empêche de détecter et de voir arriver la menace. Ou alors, il faut détruire les radars de conduite de tir, ce qui fait que dès que quelqu'un veut tirer un missile, il a des missiles, ce qu'on appelle souvent les TEL, Tractor Erector Launcher, mais il ne peut plus les guider. Donc vous avez un super missile de dernière génération, vous ne pouvez pas le guider vers la cible, il est absolument inutile. Donc le talon d'Achille d'une défense antiaérienne, c'est un radar de veille avec la capacité à détecter qui doit être permanente, deux, ces fameux radars de conduite de tir. À partir de là, comment les détruire? Eh bien, il y a un type de missile qui va détecter l'émission de ces radars, la forme d'onde, et qui va les remonter, les guider avec son petit radar passif. Donc imaginez un radar, c'est une maglite, c'est une lampe torche. Ce missile détecte la source lumineuse et fonce dessus. C'est le principe du missile arme anti-radiation. Ça peut être efficace contre des bateaux, ça peut être efficace contre des systèmes au sol, ça peut être même efficace contre certains avions. Et vous avez des modes assez évolués qu'on appelle le HOJ, Home on Jamming, qui fait que même si l'émetteur il tente de brouiller un missile, eh bien le missile il détecte le brouillage, il s'en fiche voilà, de se faire éblouir, il va remonter ce filet de brouillage jusqu'à impacter. Et donc c'est tout le concept de la SID. Le problème c'est quoi? Vous avez bien compris, ça fait un petit peu penser à Jurassic Park. Qu'est-ce qui va arriver à la chèvre? Il va manger la chèvre? Parfait. Il faut
amener l'adversaire à allumer ses radars. Donc si vous voulez taper le radar de veille, ils sont plus ou moins allumés en permanence, donc eh bien c'est moins dangereux, mais vous allez sûrement pénétrer à l'intérieur des volumes d'engagement. Et si vous voulez que les radars de conduite eh bien s'allument, vous devez envoyer quelqu'un faire la chèvre, venir dans le volume d'engagement, on vous tire dessus, et là eh bien ça vous permet de savoir exactement où se situe le radar de conduite de tir et le traiter. Alors je vous ai parlé de missiles, pourquoi? Parce que la SEAD, en fait, Suppression of Enemy Air Defense, on peut la faire de différentes manières. Vous pouvez connaître à l'avance la position de ces zones et tirer des missiles de croisière. Vous pouvez connaître à l'avance l'idée globale un petit peu de la zone, faire un raid et ensuite derrière tirer des missiles type le ARM dont on va reparler, qui vont aller dans la zone et ensuite se naviguer de manière plus précise. Vous pouvez également, maintenant c'est la nouvelle technologie, envoyer des drones. La problématique c'est que les drones ils n'ont pas forcément la même allonge, donc sur des fronts comme ça bien verrouillés avec peut-être un peu de profondeur, c'est plus difficile de réussir à pénétrer en profondeur pour aller attaquer les systèmes de défense aérienne. Alors c'est principalement les Américains qui sont spécialistes dans la SEAD. Quand je dis les Américains, c'est le matériel américain. Vous avez des F-16CM, F-16CJ, donc le Viper, le Falcon, et vous avez les Growler, EA-18G Growler qui sont spécialisés là-dedans. Alors eux, quelle est leur spécificité? Eh bien c'est l'électronique embarquée qu'ils ont avec eux. Ils vont pouvoir rentrer faire la chèvre. Pourquoi? Parce qu'ils sont suréquipés d'un point de vue guerre électronique. Donc, ils vont pouvoir rentrer dans le volume d'engagement adverse et vont pouvoir brouiller, illuminer, faire ça de manière efficace, ce qui va leur donner comme une bonne chance de survie. Vous avez remarqué, F-16, F-18, nous ne sommes pas sur des avions furtifs. Donc les F-16, ils ont des pods qu'on appelle les ALQ 184 ECM, qui sont des super pods de guerre électronique. Ils tirent également des leurres tractés. Alors ça c'est très peu connu en France. Leurres tractés, souvent surnommé Little Buddy, vous avez un câble qui sort et derrière vous tractez un petit leurre. Il y a différentes versions. Alors le nom est très drôle. Anal 50, c'est l'ancienne version. Je vous rappelle que c'est traîné derrière les fesses. Et l'Anal 55. Donc c'est AN/ALE comme vous avez vu. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont soit faire de la prévention, ils vont gêner l'accrochage de l'avion, sinon ils vont essayer de casser l'accrochage, ou alors ils vont essayer de faire de la séduction et d'attirer le missile sur eux. Donc grâce à ces systèmes assez développés, les avions n'ont pas peur de rentrer dans le volume d'engagement adverse parce qu'ils sont assez confiants sur leur chance de survivre face à un engagement de la part des systèmes solaires. Évidemment, ça existe également dans d'autres pays et vous avez des missiles sol qui existe également du côté URSS, on va dire soviétique, qui ont été fabriqués à cette époque-là. Vous avez par exemple le KH-58 qui date de 1982, ça fait 680 kg, 150 kg de charge militaire et qui est maintenant remplacé par le KH-31 qu'on appelle aussi le Krypton, un rapport à Superman, et qui lui eh bien, peut être utilisé contre des avions radars, des AWACS, il peut être utilisé contre des navires, mais également forcément contre des systèmes solaires. Et nous allons maintenant nous intéresser au fameux missile qui aurait été livré aux Ukrainiens, l'AGM-88 ARM, HARM, pour High Speed Anti-Radiation Missile. Et lui, eh bien, c'est un dérivé, c'est une nouvelle version de l'AGM-45, donc lui qui date de 1963. L'AGM-88, c'est Texas Instruments, vous vous rappelez vos calculettes, qui a inventé ça. Et derrière, ça a été racheté par Raytheon Corporation. Ça date de 1985, donc c'est à peu près mon âge. Ça pèse 355 kg et on est quand même sur 66 kg de charge militaire. Vous remarquez de suite que la charge militaire est 2 fois plus petite que sur un KH-58. C'est aussi parce que c'est plus précis. Plus on est précis avec l'armement, plus la charge militaire elle peut être réduite, puisque plus l'impact quand même est efficace. Voilà, c'est un petit aparté. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur ce missile? Il a une portée d'environ 150 km. Et là, c'est la grande différence avec ce que je vous disais, les drones. On parle de drones tueurs, de drones suicides. 150 km, ça fait quand même pas la même allonge. Le gros avantage encore de tirer un missile depuis un avion, c'est que son énergie cinétique et son énergie potentielle de pesanteur initiale sont assez conséquentes. Énergie cinétique, sa vitesse, énergie potentielle de pesanteur, son altitude. Vous allez à 50 000 pieds Mach 1.5, vous tirez un missile, il ne part pas avec 0 ou depuis le sol. Donc il a une portée forcément qui est accrue et vous pouvez aller plus loin en territoire ennemi. En termes de mode de guidage, cet AGM-88, et je vais revenir dessus, mais
il y a différents modes. Il y a différents modes et il y a différentes manières de l'intégrer à l'avion. Donc c'est pour ça que je vous en parle juste après. Mais sachez que c'est un missile qui a été tiré des F4, les fantômes, de EA6, F15, The Strike Eagle, F16 forcément, F18. Et quand vous annoncez un tir de arme, eh bien vous annoncez Magnum à la radio, et sur certains théâtres d'opération, on s'est rendu compte que dès qu'on annonçait Magnum à la radio, si c'était intercepté par l'adversaire, tous les radars se coupaient. Donc il y a eu des annonces de Magnum alors qu'il n'y a jamais eu de missile de tiré. C'est juste que ça faisait peur à tout le monde. Il y a des nouvelles versions qui existent, la GM88E et le GER. À ma connaissance, celles-là ne sont pas livrées à l'heure actuelle aux Ukrainiens. Pour la petite histoire, il y a des versions de la GM88 qui peuvent être tirées depuis le sol, notamment avec les HIMARS, dont on a beaucoup entendu parler en Ukraine. Ce sont des sortes de super lanceurs américains. On peut même tirer de l'AIM-120, du missile RR autonome Fox 3 actif depuis ces HIMARS. Des tests ont été concluants. Alors maintenant, la grande question, la vraie question du jour, c'est comment est-ce qu'on arrive à prendre un AGM88 ARM qui est purement occidental et le mettre sur un MiG-29. Et bien là, il faut réussir à l'intégrer. Et il y a, comme je vous disais, différents modes. Pour tirer ce genre de missile, vous avez un mode dit d'autoprotection, self-protect. L'avion, avec notamment tous ces pods, on parlait de l'AN ALQ 95F pour le Growler, de l'ALQ 184 ECM pour le F-16. En fait, l'avion détecte des ondes radar et va réussir à faire de la localisation, de la triangulation, et vous allez pouvoir dire ça au missile, vous allez dire hey, là il y a quelque chose, vas-y attaque, et le missile va pouvoir y aller. Donc pour ça il faut que le système embarqué puisse interagir avec le missile, et ça vous doutez bien, c'est pas le cas sur une intégration en Ukraine. Ensuite vous avez le mode de tir Target of Opportunity. Là c'est votre AGM88 qui a ses senseurs, ses capteurs, et qui détecte les ondes radar et qui dit oh j'ai détecté ça, laisse-moi aller l'attaquer. Et pareil, vous avez sur votre interface, ok c'est à tel endroit, oui ou non, j'autorise que tu l'attaques ou pas, je te tire ou je te tire pas. Ça pareil, grosse interaction nécessaire entre le missile et le porteur, comme on dit l'avion, pas possible pour le MiG-29. Par contre, il y a ce qu'on appelle le pre-briefed, le pré-briefé. Le pré-briefé, vous lui donnez des coordonnées. Et c'est là où les différentes versions de la GM88 sont intéressantes. Vous avez la GM88B ou le C1, où là c'est du guidage INS, inertiel, donc c'est pas le plus précis du monde, plus Homon jamming. S'il reçoit du brouillage, hop, il va dessus. Donc ça, c'est bien mais pas top. Par contre, vous avez l'AGM88D, apparemment c'est un de ceux qui a été retrouvé à côté de troupes russes, donc qui serait utilisé. Le D, il a du guidage GPS. Donc ça vous donne une capacité, en fait, ça fait comme un petit missile de croisière, et il va aller se rendre sur une zone qui lui a été donnée en amont, et s'il détecte une émission en phase finale, eh bien il va dire ah super, et il va être encore plus précis et venir taper pile poil la source de l'émission. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à savoir de manière quasi métrique la position des systèmes sol-air adverses? Eh bien tout simplement grâce à l'intelligence au sol, grâce aux petits drones éventuellement, grâce aux satellites et également grâce au RC-137, par exemple le Rivet Joint, donc tout ce qui est les avions de guerre électronique qui pullulent, et également certains drones de guerre électronique qui pullulent au large de l'Ukraine et du front à l'heure actuelle. Donc en résumé, utilisation de la GM88 ARM sur un MiG-29, pas possible dans un mode autoprotection, pas possible dans un mode target d'opportunité ou très peu probable. Maintenant, dans un mode pré-briefé, beaucoup plus facile à mettre en œuvre. À voir qu'il est également possible des fois de faire des raccords avec des tablettes, des choses comme ça sur Super Étendard. Par exemple, nous on tirait de la GBU-49 qui est une bombe GPS et tout. Il n'y avait aucune interface vraiment avec la machine, avec l'avion. On avait des kits extérieurs et même pour certains armements, des fois vous pouvez avoir des tablettes. Donc tout type de montage est possible, mais gardez en tête tout ce qui est vraiment fait pour, réfléchi depuis la base, MiG-29 et AGM88, ça va être très compliqué.
Alors, la Suppression of Enemy Air Defense en France, qu'est-ce que ça donne? Je vous le disais en introduction, nous avons eu l'AS-37 Martel, les années 70, 530 kg. Martel, pourquoi? Alors, le marteau, Charles Martel, vous avez bien compris, Poitiers, mais ça veut dire Matra anti-radar télévision. C'était fabriqué par Matra, c'était franco-anglais, ça se montait sur Mirage 3, ça se montait également sur Jaguar. Vous aviez un guidage TV ou un radar passif, le fameux radar passif qui détecte les émissions à radar. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, vous avez bien compris. Jaguar, Mirage 3, c'est vieux. Pourquoi? Parce que la France a fait le pari de pouvoir pénétrer les défenses adverses par la très basse altitude. Nous sommes très bons en suivi de terrain. Par également le brouillage. Nous sommes très bons en ne pas réussir à se raccrocher à un radar et réussir à passer au travers grâce au brouillage. Sur Rafale, nous avons par exemple le Spectra. Néanmoins, cette capacité de pouvoir punir un système solaire qui se met à vous tirer dessus, on en avait besoin. Et là, encore une fois, solution française avec l'A2SM. L'A2SM, c'est armement air-sol modulaire. J'en ai tiré un paquet en Irak, excellent armement, plein de modes de tir différents, donc je ne vais pas courir aujourd'hui. Mais pour faire simple, vous arrivez à détecter un radar, vous arrivez à détecter quelqu'un qui vous tire dessus, visuellement ou grâce aux ondes radar, et vous allez dire à votre A2SM, voilà les coordonnées de la cible, va dessus, et ça va être extrêmement précis. Après, dans l'avion, qu'est-ce qu'on a également? Vous avez l'OSF qui peut vous permettre de faire la désignation, mais c'est moyen niveau précision, ou sinon vous avez des pods de désignation, des PDL, des pods de désignation laser, qui vous permettent également de donner des précisions, d'extraire des coordonnées très précises, pour après les donner à votre armement qui va dessus. Donc à l'heure actuelle, la CID en France n'a pas de missile vraiment fait pour. On fait avec l'A2SM qui nous donne quand même de très bonnes possibilités et qui est, oui, une bombe, mais qui a également un propulseur, donc c'est une sorte d'hybride entre une bombe et un missile, et ça a une très bonne portée. Alors maintenant, May2Sense, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette livraison? Différentes choses. La première chose, c'est qu'on voit pas mal de théories du complot là sur Internet, où il y en a qui disent c'est un raid américain. Ils ont placé des F-22 en Pologne, et du coup ils font des raids secrets, et ce sont les Américains qui tirent ces fameux missiles contre les positions russes. Donc les F-22 qui sont des avions furtifs, effectivement il y a eu un prépositionnement là en Pologne, forcément ça monte un peu la tension, mais ils n'ont pas la capacité à tirer ce genre de missile. Comme je vous disais, c'est plutôt les F-16 ou les F-18. Le F-35 peut également le prendre en point extérieur. Donc peu probable que ce soit un raid d'avions de la coalition qui ait fait ça. Beaucoup plus probable par contre, que ça vienne en complément des livraisons de drones tueurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de la guerre, on était sur une guerre de mouvement, et là on s'est rendu compte que dans une guerre de mouvement, la protection de l'espace aérien n'est pas étanche. Il y a forcément des trous, vous avez des déplacements, faire tourner vos radars sur les petits systèmes solaires, ça vous prend du pétrole, il faut une bonne chaîne d'approvisionnement. Tant qu'il y a du mouvement, il y a possibilité de passer au travers, et c'est pour ça que les TB2 ont été très efficaces. À partir du moment où là c'est plus Verdun, où ça s'enterre beaucoup plus, où la guerre se déplace beaucoup plus doucement, vous avez la doctrine russe qui est beaucoup plus efficace, vous avez plusieurs couches, et c'est beaucoup plus dur de pénétrer. Et je pense que ce que la livraison de armes nous permet de conclure, c'est que les drones, les petits drones, c'est pas magique, même si c'est indispensable et il en faut, ces petits drones suicides ne permettent pas de faire tout le travail, et partir avec de la haute altitude, de l'énergie et donner de l'allonge à votre armement, je pense que ça a toujours sa place sur le champ de bataille, et je pense que c'est pour ça que la GM88 est également livrée, pour justement pouvoir taper plus dans la profondeur qu'un petit drone suicide qui nécessite de se rapprocher beaucoup plus proche de la cible. Donc je pense que c'est ça le gros point qu'on peut retenir de cette livraison. Oui, il y a énormément de nouvelles tactiques, énormément de nouveaux matériels qui font leurs preuves sur le théâtre des opérations. Ça ne veut pas dire que les legacy, comme on dit, de matériel ancien est inutile pour autant, et dans certains cas d'utilisation, il est absolument indispensable. Voilà, frappe en profondeur par exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez un peu plus sur la suppression des défenses ennemies et sur ce concept de lumière, les missiles qui se guident sur ces lumières. Donc c'est bien de brouiller, mais ça vous sauve pas forcément. D'ici la fin du mois, je vous prépare une autre vidéo, n'hésitez pas, donc on sort ça le lundi, maintenant tous les lundis. Merci à Léa pour le montage pendant les vacances. Et le dernier point, c'est quoi? Nous allons reparler un petit peu d'Ukraine avec des explosions qui ont eu lieu sur une base en Russie, et nous allons également parler d'accidents aériens et de combats aériens sur la chaîne à partir de septembre. J'espère que ça va vous plaire. Allez, à très bientôt
et fly safe.